Bienvenue à toi sur Ciel, mon graphiste, le podcast qui aide les entrepreneurs à comprendre les rouages et autres subtilités réjouissantes de la communication visuelle. Moi, c'est Margot, graphiste illustratrice indépendante, engagée pour une communication raisonnée et authentique. Mon but, t'aider à être plus autonome dans ta communication et la rendre plus qualitative grâce à des conseils simples et faciles à mettre en pratique. Bonne écoute! Chose promise, chose due, dans l'épisode précédent, je te partageais 3 manières d'utiliser la couleur pour ton univers graphique avec différents exemples de marques pour les illustrer et t'inspirer. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite vivement à le faire car il peut te donner matière à réflexion pour la partie qui va suivre. Car cette fois, on met la main à la pâte. Je vais te donner des conseils pour créer ton univers colorimétrique. D'abord, on va voir de quoi se compose une palette idéale et comment créer un moodboard efficace pour démarrer tes recherches. Puis je te partagerai 5 conseils pour t'aider à sélectionner des couleurs efficaces et harmonieuses, mais surtout utilisables sur tous tes supports et visuels de communication. Les 2 derniers points concernent d'ailleurs le choix de tes couleurs pour s'approcher des critères d'éco-conception et d'accessibilité. Car n'est pas Henri Matisse qui veut, et au risque de me répéter, l'esthétique ne fait pas tout. Il ne suffira pas de choisir de jolies couleurs, celles-ci doivent faire sens avec ton message et tes usages. Les liens des outils dont je te parle dans cet épisode seront trouvables directement sur l'article de mon blog correspondant en suivant le lien en description. J'espère que tu te sens l'âme d'un artiste aujourd'hui, car ça commence tout de suite. Pour commencer cet épisode, j'aimerais t'expliquer de quoi se compose une palette d'identité visuelle efficace. On peut la décomposer en plusieurs parties. D'abord, des couleurs principales. En général, ce sont celles qui ont été utilisées pour ton logo, s'il est en couleur bien sûr, donc les teintes qu'on retrouvera quasiment partout dans tes supports et visuels. Il faut qu'elles soient utilisées partout ou presque pour qu'on les associe à ta marque, à tes contenus. Elles vont aider ton audience à mémoriser ton identité et à la reconnaître. Ensuite, ces couleurs principales vont être accompagnées de couleurs secondaires, qu'on appelle aussi couleurs d'accompagnement, qui viennent compléter et agrémenter les premières. Il faut vraiment les penser comme un tout avec les teintes principales, car elles doivent être utilisées en parfaite harmonie et ne pas venir casser le mood établi, mais plutôt le prolonger. Elles vont servir à diversifier tes supports, à organiser visuellement ton contenu, à étendre ton univers. Tu peux choisir des couleurs complémentaires ou tout simplement des tons plus clairs ou plus foncés extraits de tes couleurs principales. On peut aussi prévoir 1 ou 2 couleurs dites d'accentuation. Donc comme le nom l'indique, elles sont là pour attirer l'attention de manière ponctuelle ou exceptionnelle. Elles doivent donc être utilisées avec parcimonie, mais elles ont un rôle bien précis. Si ta palette de couleurs est déjà très vive, par exemple, peut-être que ce n'est pas la peine d'ajouter une couleur d'accentuation. Dans ce cas-là, il faut peut-être mieux attribuer ce rôle à l'une des couleurs secondaires. Enfin, on trouve aussi des couleurs plus calmes, très peu saturées ou plus neutres, qui peuvent être utilisées comme fond, donc par exemple sur les pages de ton site internet. Il peut s'agir tout simplement de nuances de gris, ou en fonction des couleurs de ta palette, reprendre une des teintes et l'éclaircir pour obtenir sa nuance la plus claire. Alors bien sûr, tu n'es pas obligé d'avoir toutes ces parties pour ta palette. Si je détaille ça, c'est surtout pour te montrer comment on peut répartir en quelque sorte les teintes selon leur rôle dans ta charte. Et ça peut aider lorsque tu fais ton choix pour voir si tu as une sélection assez variée pour l'utilisation que tu souhaites en faire. Le but évidemment, c'est pas de se retrouver avec 36 couleurs dans ta palette, tu peux très bien n'en avoir que 5 ou 6 et ce sera très bien. Mais encore une fois, tout va dépendre de ton besoin pour communiquer, donc de tes usages, des supports que tu vas créer et aussi de l'univers que tu souhaites développer. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Il se peut que tu aies déjà des idées pour les couleurs de ta palette, ou alors c'est le contraire, t'es complètement perdu et tu ne sais pas du tout vers quelle piste aller. Je vais donc commencer par te parler d'un outil tout simple qui va venir t'aider à débroussailler un petit peu tout ça. Le moodboard. Alors, un moodboard, si tu ne sais pas ce que c'est une sorte de planche visuelle qui va t'inspirer pour créer l'ambiance que tu souhaites donner à ta marque. Donc sur cette planche, tu peux venir mettre des images, des dessins, des photos, enfin bref, tout ce qui selon toi représenterait bien ton univers, ton projet. Donc si tu vends des produits, des produits culinaires ou des articles de mode, utilise évidemment les photos de ces produits dans ton moodboard, mais tu peux aussi aller piocher dans des banques d'images comme Unsplash, Pexel ou Pixabay. Si tu offres un service, donc quelque chose d'impalpable, eh bien tu vas aussi faire une sélection d'images qui selon toi reflètent bien l'ambiance, les valeurs, les émotions que tu désires véhiculer. Pour t'aider à faire cette sélection, si tu as un peu de mal, essaye de fonctionner par mots-clés. Donc des mots qui sont importants pour toi, que tu associes à ta marque, à ton projet, à ce qu'il apporte, et ensuite va chercher des images qui représentent bien ce mot, qui lui font écho. Par exemple,
Si tu es coach formateur, tu n'es évidemment pas obligé de juste prendre des images de gens autour d'une table ou derrière un ordinateur. Car finalement, ce que tu vends sont des outils pour prendre confiance en soi, pour s'améliorer dans son travail, pour s'épanouir davantage, ouvrir des possibilités. Ce sont des outils que tu as conçus pour être simples et faciliter l'apprentissage, que tu offres dans une bienveillance, dans une optique enthousiaste et chaleureuse auprès de tes membres, etc., etc. Si tu vends des ateliers pour apprendre des pratiques zéro déchet ou fabriquer ses propres produits ménagers, c'est pareil. Ce que tu vends en réalité, c'est un mode de vie plus sain, plus écolo, peut-être plus engagé, autour d'ateliers de groupe très conviviaux, propices aux échanges, au partage, au sein d'une communauté de membres impliqués qui s'entraident. Bref, tu vois l'idée. Donc tu vois, là, on a déjà sorti des mots intéressants qui vont être un petit peu plus inspirants pour ta recherche d'ambiance et de moodboard. Pour t'aider à mettre des mots sur les valeurs de ton projet ou ce qui fait sa particularité, ou même ta personnalité en tant qu'entrepreneur, je t'invite à écouter le tout premier épisode sur la création de logos, parce que je te propose un petit exercice tout simple pour te guider et verbaliser toutes ces intentions-là. Je pense qu'il pourra vraiment t'aider au moment de concevoir ton moodboard. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais tu peux très bien t'en créer 2, assez différents, si tu trouves que les 2 pistes sont intéressantes et méritent d'être creusées. Je te conseille par contre de te limiter à 2 pour ne pas t'éparpiller et essayer au maximum de proposer dans ce cas-là 2 axes bien différents. Parce qu'à partir du moment où ils sont trop proches, c'est que tu peux davantage travailler pour n'en faire qu'un seul plus pertinent. L'objectif du moodboard, c'est vraiment d'avoir un support visuel à partir duquel vont ressortir des pistes à suivre, notamment pour les couleurs, mais pas que. Tu vas peut-être te rendre compte que tu as choisi des images douces, au ton plutôt pastel, apaisant, des formes plutôt souples et rondes, ou au contraire, il s'en dégage quelque chose de très dynamique, coloré, intense, plutôt moderne, peut-être type color block ou même un petit peu géométrique, ou je sais pas, plutôt rétro avec des teintes, des lumières, du grain, des textures un petit peu vintage, façon 60s ou que sais-je. Ça va te donner vraiment une matière première pour venir extraire une palette de couleurs à partir de laquelle tu peux commencer à travailler. Et pour faire ça, tu peux t'aider de logiciels gratuits qui permettent d'extraire les couleurs d'images et de les modifier jusqu'à venir créer ta palette idéale. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans le premier conseil. Mon premier conseil serait tout simplement d'utiliser un logiciel de générateur de palettes. Donc pour élaborer ta palette de couleurs, tu peux choisir différents outils gratuits qui sont assez bien conçus. Si je devais t'en conseiller 2, je dirais Adobe Color Chrome et Colors, avec 2 O. Ils sont très bien. Donc, si tu as peur de louper les liens ou que tu as peur de ne pas avoir le temps de prendre de notes, je rappelle que tout cet épisode, il est retranscrit en article sur mon blog. Donc tu trouveras tous les liens en description. Alors, ces outils, ils sont très pratiques parce qu'ils te permettent de faire beaucoup de choses. D'abord, comme je disais, tu peux venir extraire des couleurs à partir d'une photo, d'une image ou même d'un montage photo, donc si on prend ton moodboard. Tu peux même extraire des dégradés de couleurs d'ailleurs, mais ils permettent aussi de faire des recherches de tendances ou tout simplement de donner des idées de couleurs par thème en utilisant des mots-clés. Donc, n'hésite pas à essayer à faire des recherches justement en tapant des mots-clés que tu as utilisés pour le moodboard. Ça va te donner des idées et puis confirmer ou infirmer la piste qui s'est dégagée de ta planche d'ambiance. Une fois que tu as sélectionné ou extrait une palette qui te semble pas trop mal, tu peux ensuite venir la modifier à ta guise. Et pour ça, tu as plein d'options pour jouer avec les teintes, leurs nuances plus sombres ou plus claires, leur intensité, mais aussi pour les harmoniser entre elles. Par exemple, tu peux choisir d'utiliser des couleurs complémentaires, c'est-à-dire des couleurs qui sont diamétralement opposées sur la roue chromatique. Tu es sûr qu'en choisissant des couleurs complémentaires, tu vas avoir une combinaison contrastée et qui fonctionne bien. Par exemple, un bleu avec un orange, un violet avec du vert, etc., etc. Mais tu peux aussi voir ce que ça donne en utilisant des couleurs en triade. Donc ce sera 3 couleurs situées à égale distance entre elles sur le cercle chromatique. Pareil, en général, ça garantit de bons contrastes et des nuances variées. Mais tu as aussi l'option monochrome, semblable ou similaire. Enfin, vraiment, n'hésite pas à jouer avec ces options pour te rendre compte de l'étendue des possibles et voir ce qui fonctionne ensemble ou non, découvrir le potentiel d'une couleur en changeant ses paramètres, en essayant des combinaisons et en cherchant quelles couleurs fonctionnent entre elles. Là, c'est une partie où clairement, tu dois mettre les mains à la pâte, comme on dit, et je peux pas te donner vraiment plus de conseils que ça parce que ça serait pas pertinent, hein. Chaque cas, chaque projet est différent. Par contre, ce qui me semble important, c'est la partie qui va suivre, à savoir les choses à garder en tête et les erreurs à éviter pour créer ta palette de couleurs. Donc mon conseil numéro 2, ce serait tout simplement ni trop ni pas assez. Parce que la première chose à garder en tête quand tu seras en train de patouiller gaiement sur ton générateur de palette et découvrir des teintes fabuleuses dont tu n'avais pas idée,
c'est qu'à un moment donné, il faut bien trancher. Si tu te rappelles la composition d'une palette qu'on a vue en tout début d'épisode, tu te souviens que tes couleurs doivent avoir un rôle dans ton univers visuel. Si tu en choisis trop, tu prends le risque de diminuer leur efficacité et noyer tes couleurs principales parmi d'autres. Du coup, elles ne serviront plus vraiment à t'identifier clairement dans la tête de tes clients ou de ton audience. Mais si tu n'en choisis pas assez cependant, tu pourras vite te retrouver limité au moment de réaliser tes supports et visuels de communication. Donc pour t'aider à te limiter, tu peux justement reprendre cette composition simple avec les couleurs principales, secondaires, neutres et d'accentuation. Ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est d'avoir des couleurs qui sont finalement si peu utilisées dans ta charte qu'elles ne font écho à rien. En fait, elles vont avoir l'air d'être arrivées là par hasard, un peu au doigt mouillé, et elles n'apporteront rien. Le troisième conseil que j'ai à te partager serait de choisir des couleurs adaptées au support de communication que tu veux créer. Donc il faut vérifier que les couleurs que tu choisis, elles fonctionnent bien en fonction vraiment de l'usage que tu vas en faire. Admettons que tu es en train de créer un visuel pour tes réseaux sociaux, mais que tu te rendes compte à ce moment-là que cette couleur choisie pour le texte est trop claire et ne se lit pas bien sur fond blanc. Aïe, bon. Pas grave, tu places le texte sur un rectangle de couleurs. Et là, c'est la double peine, les deux ne sont pas assez contrastés et ne fonctionnent pas ensemble. Pour éviter ça, au moment de créer ta palette, teste les combinaisons de couleurs par paire pour voir si certaines fonctionnent mieux que d'autres. N'hésite pas à faire des essais avec des supports existants, ou si tu n'en as pas encore, tu prends un template au hasard sur Canva, et puis tu appliques tes couleurs au modèle pour voir si ça fonctionne. L'idée, en fait, c'est vraiment d'imaginer tes couleurs autrement que le petit carré qui s'affiche sur le générateur de palette. Il faut le mettre en situation, que ce soit du texte, des illustrations, des formes. Et crois-moi, ça change parfois beaucoup le rendu. C'est un petit peu comme quand tu es dans une boutique et que tu craques absolument sur une veste, admettons. Avant de te précipiter à la caisse avec, tu vas peut-être réfléchir aux pièces de ta garde-robe qui iraient bien avec pour faire une tenue sympa. Ou pour quelle occasion tu pourrais la porter. Eh bien, c'est pareil avec tes couleurs. Sors-les du placard et imagine-les vivre dans ton identité sous toutes leurs coutures. Et si elles ne fonctionnent pas, même si elles sont très belles, il vaut mieux les laisser tomber. Ensuite, il faut aussi réfléchir au type de support que tu vas le plus utiliser. Est-ce que tu communiques principalement sur le web ou sur papier ? Est-ce que c'est un petit peu des deux ? Si c'est important, c'est parce que les teintes que tu vas choisir sur ton écran n'auront peut-être pas le même rendu une fois imprimées. Je t'expliquais justement pourquoi en détail dans l'épisode sur les livrables logos. Pour résumer très vite si tu ne l'as pas écouté, sache qu'un écran peut reproduire beaucoup plus de couleurs qu'une imprimante, et en plus celles-ci vont être beaucoup plus intenses et vives à l'œil que sur papier, parce qu'elles sont créées à partir de la luminosité de l'écran justement. Donc si tu veux en savoir plus, je t'invite à écouter le numéro 10 du podcast. En tout cas, garde ça en tête au moment de créer ta palette, surtout si tu comptes faire beaucoup de supports imprimés. Je te conseille aussi de faire des tests en ouvrant ta palette sur différents écrans. Rien qu'entre ton ordinateur et ton portable, il peut y avoir une différence de calibrage et de rendu des couleurs qui peut un petit peu surprendre. Alors après, une légère différence de teinte, c'est pas dramatique, mais en tout cas, ça peut créer quelques déceptions si tu ne t'y attendais pas. Rien que la semaine dernière, j'ai dû expliquer à une nouvelle cliente pourquoi les couleurs de la charte qu'elle m'avait fournie ne rendaient pas pareil que sur son site internet. Parce que je lui créais un support qui était destiné au print, donc le rendu du fichier était en CMJN et non RVB, donc CMJN c'est le code couleur pour l'impression justement, et son vert flashy, il apparaissait plutôt vert pomme, et elle pensait que je n'avais même pas utilisé les mêmes couleurs. Pourtant, si, sauf que ces teintes très vives n'étaient pas entièrement transcriptibles pour du print. C'est d'ailleurs pour ça qu'un graphiste travaille toujours un logo ou une identité visuelle en CMJN. Donc privilégie les supports que tu utiliseras le plus et prends-le en compte au moment de concevoir ta palette. Nous voilà à conseil numéro 4. On va parler un petit peu d'éco-conception, c'est-à-dire que tu peux choisir des teintes adaptées pour une démarche plus durable et créer des supports plus responsables. On reste dans l'impression, du coup, avec ce conseil, puisque, en fait, il y a des couleurs qui ne demandent pas la même quantité d'encre que d'autres. Des couleurs très vives ou saturées vont être plus pigmentées, en quelque sorte, et nécessitent plus de couches d'encre que des couleurs plus douces ou plus claires. Et de la même façon, les couleurs qui demandent davantage d'encre vont aussi nécessiter un grammage de papier plus épais à l'impression pour garantir une bonne tenue du papier qui doit absorber cette encre. Donc si tu veux être sûr de sélectionner des couleurs peu gourmandes, parce que tu as envie de créer des supports de communication plus responsables, je t'invite à regarder le guide des couleurs CMJN proposé par l'agence EcoBranding. En gros, c'est une sélection d'un peu plus 150 teintes de couleurs et leur code CMJN, donc le code pour l'impression. En fait, le cofondateur de l'agence, Sylvain Boyer, il partage en open source cet outil et ses méthodes pour éco-concevoir des logos de marque.
Donc tu trouveras le site et le guide en suivant le lien en description, encore une fois. Et n'hésite pas à explorer leur site et puis les projets qu'ils ont faits sur l'éco-conception si ça t'intéresse. Je t'invite aussi vivement à écouter l'épisode du podcast qui t'explique comment créer des supports de communication plus responsables. Ça viendra compléter cette partie. Petit aparté d'ailleurs, en éco-conception web, c'est l'inverse. Les couleurs sombres sont à privilégier, car comme les couleurs elles sont créées grâce à la lumière produite par l'écran, ça demande plus d'énergie d'afficher des couleurs très claires ou du fond blanc. C'est pour ça que de nombreuses applications mobiles ou des sites web proposent désormais des modes sombres. Outre le fait de faire du bien à nos petits yeux, ça peut aussi réduire la consommation d'énergie de nos appareils électroniques. Et mon dernier conseil concernera l'accessibilité de tes couleurs. Alors ce dernier point, il va t'aider à rendre ta communication un petit peu plus accessible, plus inclusive sur le web, ou le papier même, pour les personnes atteintes de déficience visuelle, donc qu'elles soient malvoyantes ou atteintes de daltonisme ou d'autres anomalies visuelles. Il se peut que le rendu des couleurs ne soit pas les mêmes pour elles ou tout simplement illisible. Heureusement, aujourd'hui, la plupart des générateurs de palettes proposent une option pour vérifier le rendu en fonction de ces différentes perceptions visuelles. Tu pourras aussi vérifier si le contraste est suffisant entre deux couleurs, en insérant leur code tout simplement. Par exemple, sur l'outil d'Adobe, il suffit d'aller dans l'onglet « Outils d'accessibilité » quand tu es dans la page « Créer ». Et pour Colors, il faut cliquer sur l'icône des lunettes pour afficher les différents rendus. Mais je te partage aussi deux autres outils très simples en supplément. Le premier, c'est Colorable. Tout simplement, tu rentres les codes de deux couleurs que tu veux vérifier ensemble et il te donne un score pour te rendre compte si tu peux mieux faire ou non en termes de contraste. Le deuxième, c'est Colors for All. Dans celui-là, tu peux importer tous tes codes hexadécimaux de ta palette couleurs, donc ce sont les codes couleurs qui commencent par un dièse, et il va te créer toutes les concordances directement avec les scores correspondants pour chaque combinaison possible entre tes couleurs. Il en existe certainement d'autres, en tout cas, ces outils-là, je pense qu'ils peuvent suffire déjà pour créer ta palette et te donner quelques billes si tu veux approfondir le sujet de ton côté. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère t'avoir apporté des éléments, des informations et des outils utiles et que ça va te donner plein d'idées pour créer ta palette de couleurs. Petit récap de ce dont on a parlé. Si tu ne sais pas du tout vers quel axe créatif aller pour ta palette, prends le temps de te créer un mood board. Ça va non seulement t'aider pour concevoir ton univers chromatique, mais cette planche d'ambiance va très certainement te donner des pistes pour le style graphique ou l'univers global que tu imagines pour ta marque. En t'aidant d'un outil gratuit pour générer ta palette, tu peux venir explorer les possibilités d'une couleur et avec quelles autres teintes elle fonctionne le mieux. N'hésite pas à faire des essais, chercher des palettes existantes par thème, prends le temps de tester les combinaisons entre les teintes pour être sûr qu'elles fonctionnent en situation. Enfin, assure-toi que tes futures couleurs soient suffisamment variées pour la création de tes contenus et supports, qu'elles soient adaptées pour le print et le web, mais aussi que les contrastes soient suffisants pour permettre une lisibilité optimale pour tes lecteurs. J'aurais aussi pu rappeler de ne pas te fier uniquement à tes préférences, mais si tu as écouté le premier volet de ce sujet traité en 2 parties, tu sais déjà pourquoi. Retrouve un nouvel épisode de Ciel, mon graphiste, un jeudi sur 2 sur ta plateforme d'écoute préférée et sur YouTube. Si cet épisode t'a plu, partage le podcast, abonne-toi ou mets-lui des étoiles, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci, à bientôt.